Je vous remercie beaucoup pour votre accueil au sein de cette plénière et me donner l'occasion d'introduire en fait cette discussion sur l'universitarisation des maisons de santé pluriprofessionnelles. Moi, je suis donc médecin de santé publique. J'ai fait ensuite une thèse en sociologie où je me suis intéressée justement à cette question de en quoi cet exercice regroupé, notamment cette forme maison de santé pluriprofessionnelle, pouvait contribuer à transformer les soins primaires aujourd'hui. Et je suis également membre de l'association SPIR, Soins primaires pluriprofessionnels Innovation Recherche, qui est une association qui a été créée il y a 2 ans, qui réunit à la fois les centres de santé et les maisons de santé et un certain nombre de chercheurs pour réfléchir aujourd'hui quelles sont les questions de recherche prioritaires dans notre champ, les méthodes, enfin dans ce champ des soins primaires, les méthodes et comment s'y prendre et essayer de constituer un petit peu un réseau autour de ces questions-là. Alors, pour entrer dans la présentation, je vais m'appuyer sur plusieurs sources en fait pour essayer d'éclairer les apports de l'exercice pluriprofessionnel. Donc, premièrement, mon travail de thèse et puis toute une série de travaux de l'IRDES, l'Institut de recherche en économie de la santé, qui travaille sur ces questions depuis des années et dont je fais partie depuis 1 an et demi. Je vais citer les travaux de notamment l'étude EPIDOR qui a été menée sur les centres de santé en 2011 et notamment qui a servi à caractériser les populations qui consultent ces centres. L'évaluation des nouveaux modes de rémunération en 2013-2014 avec toute une partie de travaux qualitatifs et quantitatifs sur les dynamiques professionnelles et sur leur impact. En cours, dernièrement, l'évaluation du dispositif ASALE, donc des infirmières de santé publique qui travaillent dans des cabinets de médecins dans ce cadre. Et donc, pareil, une enquête à la fois qualitative et quantitative, et puis une évaluation qui est en cours en ce moment sur le règlement arbitral devenu l'accord conventionnel interprofessionnel, avec là aussi, la CNAM a confié à l'IRDES une évaluation qui couvre plusieurs domaines d'analyse, à la fois un domaine d'analyse géographique, l'implantation de ces structures, d'analyse qualitative et puis d'analyse quantitative. Et donc, je vais structurer, en fait, je vais faire brièvement un tout petit point sur le contexte et ensuite vous présenter les transformations liées à l'exercice regroupé à 3 niveaux, pour les professionnels, pour les territoires et pour les patients, avant de discuter les perspectives. Donc le contexte, vous le connaissez bien, c'est notre système de santé qui fait face à des défis importants, le vieillissement, les maladies chroniques, les inégalités sociales et territoriales de santé, les enjeux économiques forts et un système de santé dont l'histoire fait qu'il n'est pas vraiment organisé pour y répondre à cette complexité. Alors depuis, de manière continue, il y a un mouvement de regroupement des professionnels en monoprofessionnel et en pluriprofessionnel qui existent en France et aussi à l'étranger, et puis un mouvement d'innovation organisationnelle qui lui aussi date de l'après-guerre avec les dispensaires, les centres de santé, les réseaux de santé, aujourd'hui les maisons de santé, les centres de santé qui sont un peu au premier plan, mais aussi de nouvelles formes qui émergent, les équipes de soins primaires ou des regroupements territoriaux plus larges comme les CPTS, les communautés professionnelles de territoires de santé. Donc, ce mouvement-là, il existe. Il s'accroît probablement aujourd'hui du fait des difficultés de la démographie professionnelle et de sa répartition inégale sur le territoire, et puis de l'insatisfaction de certains professionnels qui trouvent que leurs conditions d'exercice ne leur permettent pas de répondre à ces défis, aux besoins des patients qui viennent les consulter, à la complexité des situations, et qui décident du coup de se regrouper pour à la fois améliorer la qualité des soins pour leur patientèle, mais aussi améliorer la qualité de leur organisation, de leurs conditions de travail. Tout cela pour se permettre ensemble de répondre à ce qui leur incombe comme une mission de service public aujourd'hui. Donc ces mouvements-là, de manière un peu schématique finalement, amènent à une convergence entre un mouvement professionnel d'auto-organisation et puis une volonté des pouvoirs publics de réforme. Et ça transforme profondément les soins primaires et ça vient bousculer l'exercice libéral. Alors, les transformations pour les professionnels, c'est sur cette diapo que je vais peut-être passer le plus de temps, parce qu'en fait, ce que nous montrent les études qualitatives, c'est qu'il y a vraiment un changement culturel, qu'on a même pu qualifier de choc culturel, à vouloir articuler en fait une culture individuelle, monoprofessionnelle, et une culture collective pluriprofessionnelle, à passer finalement d'une patientèle à plusieurs patientèles de plusieurs professionnels, ou la population d'un territoire, à passer de rémunérations qui sont individuelles à l'acte sur des forfaits ou à la performance à des rémunérations qui sont collectives
et qui sont sur des enveloppes fermées, et puis à vouloir articuler, en tout cas, parce qu'elle persiste, cette dimension de la pratique, une pratique en autonomie, qu'on autorégule, et en même temps, à côté, il y a toute une part de l'activité dans laquelle on est en interdépendance, dans un collectif, et on gère collectivement un projet et des fonds. Et donc ça, c'est vraiment une transformation culturelle, et le travailler ensemble est lui-même une transformation culturelle importante. Et je voulais vous lire un petit extrait d'entretien que j'ai fait avec un médecin la semaine dernière qui accompagne des projets de maison de santé, qui me disait la pluriprofessionnalité, c'est plus une question de posture. Dans beaucoup de médecins, ça reste très médecin-centré. Le médecin est prescripteur et les autres sont exécutants, entre guillemets, de la prescription. Il y a souvent non seulement une méconnaissance, mais un désintérêt total des champs de compétences des autres professions. Il disait, par exemple, mal du dos, prescription de kiné. Ce que fait le kiné, je m'en fous, c'est pas mon job. Autre exemple, un toubib n'interrogera pas l'infirmière ou le pharmacien sur l'observance d'un patient, il a prescrit, point final. Et il posait la question, quand une infirmière pourra-t-elle discuter d'une prescription parce qu'elle l'a assez mal adaptée au patient, qu'elle connaît mieux que le médecin. Donc il disait, ça avance doucement, mais on reste très ancré sur des vieux stéréotypes, et la vraie complémentarité des métiers est franchement sous-utilisée. Il concluait, pour que les toubibs descendent de leur piédestal, il y a encore du chemin, d'autant plus qu'aussi bien les institutions que les mandarins enseignants ou les patients les y maintiennent fermement. Donc voilà, je voulais vous citer cet extrait de quelqu'un qui accompagne au jour le jour des équipes qui sont en train d'apprendre à travailler ensemble et qui montre, voilà, c'est un travail qui est long, qui est lent. On voit la même chose en fait dans le dispositif Azalée, cet apprentissage en fait d'un travail à deux entre un médecin, une infirmière et avec un patient. Ce que ça change aussi pour les professionnels, c'est qu'ils vont pouvoir développer des pratiques nouvelles, donc des prises en charge coordonnées entre eux autour de protocoles ou de certaines maladies chroniques, des nouveaux services pour les patients ou la population, notamment préventifs, éducatifs, d'éducation thérapeutique, et puis tout un travail d'organisation et de gestion des soins primaires au niveau de leur structure et puis d'un territoire. Et là-dedans, la formation et la recherche occupent une place importante pour ces professionnels. Qui finalement, cet exercice diversifié vient réenchanter en quelque sorte leur pratique. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Ces transformations aussi, elles passent par l'usage de nouveaux instruments, on pourrait dire des instruments de gouvernement, mais des projets de santé, des partenariats, des outils comme l'accord conventionnel interprofessionnel, les systèmes d'information, les protocoles, etc., qui sont de nouvelles manières de travailler et d'utiliser les ressources dont on dispose. Et puis, ce qui est vraiment important à souligner, c'est la lourdeur et la fragilité de ces transformations, qui demandent un investissement en temps, en compétences, et qui, sur lesquels on voit dans les maisons de santé qu'on a visitées déjà depuis 5 ans, que finalement, c'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a sans arrêt des menaces sur l'immobilier, la cohésion d'équipe, les financements. C'est vraiment quelque chose d'enthousiasmant, mais en même temps de coûteux en énergie. À côté de ça, les études quantitatives, elles nous montrent que les maisons de santé, donc ce qui a été fait en 2014, c'est de comparer l'activité, la productivité des médecins qui exerçaient de manière regroupée en maison de santé ou en centre de santé, par rapport à des témoins, donc des territoires similaires mais sur lesquels il n'y avait pas de regroupement. Donc on montre que l'activité et la productivité sont supérieures dans les maisons de santé, surtout lorsqu'elles sont très intégrées, c'est-à-dire qu'elles regroupent au maximum les moyens et qu'elles partagent au sein de réunions pluriprofessionnelles ou dans des dossiers partagés ou voilà, des coopérations construites. Et donc c'est plus de jours travaillés et plus de patients suivis médecins traitants et plus d'actes. Ce qu'on voit aussi, c'est que les dépenses de soins des patients ambulatoires diminuent dans les sites qui reçoivent ces nouveaux modes de rémunération, notamment les recours aux kinés, aux infirmières, aux spécialistes et les dépenses de médicaments. Et puis on voit aussi une meilleure qualité des pratiques dans les maisons de santé, autour notamment du suivi du diabète, des vaccinations, des dépistages, de la prévention et de l'efficience des prescriptions de génériques. Donc après, ça varie selon les types de regroupements, mais globalement, c'est une transformation qu'on observe. Alors les transformations suivantes, c'est pour les territoires. Donc ce que nous montrent là les études qualitatives, c'est que finalement cette offre de soins primaires, en se structurant, elle devient visible. Et donc elle permet que d'autres acteurs, d'autres offreurs du soin, d'autres structures du territoire s'adressent à elle. Et ça permet des contractualisations possibles à différents niveaux. Donc entre des acteurs des soins primaires, entre eux et des acteurs du second recours, avec le médico-social, avec l'hôpital. Ça permet que finalement ces soins primaires
regroupés s'impliquent dans les PTA, les plateformes territoriales d'appui, les CPTS, pour à la fois, d'un côté, participer à la gestion des cas complexes et de l'autre côté, structurer l'offre de soins sur le territoire. Donc, ils deviennent des interlocuteurs au sein d'un nombre d'acteurs importants et ont un rôle à jouer, du coup, soit directement en tant que structure, soit via les fédérations qui les représentent, aux côtés de l'État, l'Agence régionale de santé, l'éducation territoriale, l'assurance maladie, les unions régionales des professionnels de santé, le conseil régional, etc. Donc, deviennent un acteur qui aide à structurer. Ce que montrent les études quantitatives, c'est que l'attractivité sur ces territoires est plus importante, donc de jeunes professionnels viennent plus s'installer, et ça a un impact sur la répartition des professionnels. Et dans les résultats récents, donc fin 2016, début 2017, les données de l'Observatoire de santé, de l'Observatoire sur les maisons de santé pluriprofessionnelles, montrent qu'en fait, là où des maisons de santé sont installées, si on compare à des espaces sans maison de santé, il va y avoir une inversion de la chute démographique des médecins généralistes dans les espaces périurbains qui souffraient d'un manque d'offres de soins, et il va y avoir un ralentissement de la chute démographique dans les espaces ruraux en déclin. Enfin, un dernier type de transformation, même si c'est une séparation un peu artificielle, c'est pour les patients. Ce que nous montrent les études qualitatives, c'est qu'il y a des aspects très pratiques, en fait, des installations de différents professionnels sur un même lieu qui simplifient l'accès. Mais parfois, ça peut être à double sens avec un éloignement, notamment quand dans une campagne, toute l'offre de soins se regroupe dans une des villes. Ça n'améliorera pas pour tout le monde de la même manière. Ce qui est important pour les patients, c'est d'avoir des professionnels qui communiquent et qui articulent leur prise en charge, qui peuvent s'interpeller plus vite. Et puis, on voit que pour les patients aussi, c'est un changement de culture dans le sens où ils doivent accepter qu'on passe d'un médecin traitant, de leur relation avec un médecin traitant, vers une relation avec une structure traitante. Et ça, on voit ce cheminement qui se fait. On voit également l'apparition de comités d'usagers qui se créent dans quelques maisons de santé, mais on est encore loin de ce qui se fait en Angleterre avec plus de la moitié des structures équivalentes qui disposent d'un comité d'usagers. Ce que nous apportent là les études quantitatives, c'est, on l'a vu en fait au début, une meilleure qualité des soins, les préférences des patients qui sont en train de bouger. En fait, Nicolas Crucier en 2014 montrait que ce qui est prééminent pour les patients, si on leur fait hiérarchiser leurs préférences, c'est bien sûr la relation personnalisée avec leur médecin, et qu'à l'époque, en fait, en 2014, ils ne voyaient pas trop la structure qu'il y avait derrière. Les études actuelles montrent que ça devient une dimension importante d'avoir un médecin qui est dans une structure avec d'autres professionnels. Et puis, il y a des travaux qui sont en cours, une étude en cours qui s'appelle PSPC, Patient Satisfaction in Primary Care, qui va étudier justement la satisfaction et la perception des patients de ces structures. Voilà, donc j'en arrive aux perspectives. Pour accompagner ce changement de culture et d'organisation, en fait, on a bien vu que l'émergence et la consolidation de pratiques pluriprofessionnelles, c'est le cœur et c'est quelque chose de fragile et de difficile. La formation joue un rôle majeur, à la fois la formation initiale et la formation continue. On voit que les maisons de santé pluriprofessionnelles, les centres de santé qui accueillent des jeunes en formation sont plus attractives et que les professionnels qui exercent disent que ça améliore aussi leur qualité d'accueillir des jeunes, de se tenir à jour, d'interagir de cette manière-là. Donc ça, c'est une dynamique qui est intéressante. Au niveau de la recherche, il y a aussi... ce que disent les professionnels qui sont dans ces structures-là, c'est que la recherche doit être d'abord au service de leur pratique de tous les jours, c'est-à-dire répondre à des problématiques locales, savoir si le programme d'éducation thérapeutique, par exemple, qu'on a mis en place, répond aux besoins, touche sa population, ce qu'il apporte aux personnes et comment on pourrait l'améliorer. Et à côté de ça, il y a aussi bien sûr toute une dimension de capitalisation de ces connaissances qui sont produites et d'inscription dans des projets de recherche plus larges ou nationaux. Et ce que je voudrais mettre en avant, en fait, dans ces deux piliers, en fait, de la structuration, de la consolidation des pratiques professionnelles que sont la formation et la recherche, c'est l'importance de l'interprofessionnalité, c'est-à-dire à la fois se former en interprofessionnel, être capable, quand on est un médecin, d'aller faire un petit moment de stage avec le pharmacien, avec l'infirmière, et inversement, ou alors se former ensemble, par exemple, à l'éducation thérapeutique. Et il y a des projets qui sont intéressants, que vous connaissez sans doute, par exemple celui de Laure Fiquet, qui est à MCU à Rennes, qui a mis en place une formation qui réunit les étudiants en dernière année, je sais que ça existe aussi à Créteil, tous les étudiants en dernière année de formation,
et donc tous les médecins en dernière année, toutes les infirmières, etc., et qui les confronte, déjà qui les fait se rencontrer, se faire par des cartes d'identité croisées, qui les fait réfléchir à des problématiques de territoire communes, qui les fait rencontrer des patients. Donc ça, je crois beaucoup à ça. Et puis l'interdisciplinarité aussi, l'importance aussi dans la recherche, finalement, de créer des partenariats avec différentes disciplines et de réfléchir à différentes disciplines sur des projets communs. Et au-delà des disciplines, j'associerais même les patients, en fait, d'arriver à finalement construire, c'est ce qu'on essaye de faire avec l'association SPIR, à problématiser ensemble avec des usagers, des professionnels, des chercheurs, des financeurs, autour de projets qui aient du sens pour tous et qui répondent vraiment à des problématiques du coup utiles. Pour soutenir la structuration territoriale, je pense que c'est important de continuer à construire par le bas, c'est-à-dire de s'appuyer sur ce que construisent les équipes localement. On voit qu'il y a des besoins d'accompagnement très importants et qu'il y a toute une série d'acteurs qui se positionnent pour accompagner les équipes, tant les fédérations que les agences régionales de santé, l'assurance maladie, etc. Donc c'est important de continuer de veiller aux équilibres dans ce domaine-là. Et puis la participation des patients, c'est aussi un point majeur qu'il faut arriver à faire émerger, pas seulement pour recueillir leur satisfaction, mais pour vraiment arriver à co-construire avec eux des projets de santé, de formation et de recherche. Donc l'universitarisation, pour moi, c'est une chance en fait pour ces structures, pour accompagner les transformations qui sont en cours, parce que ce sont vraiment recherche et formation des éléments structurants dans une dynamique d'innovation qui doit être assez souple et qui doit permettre que les projets s'adaptent à tous les échelons, c'est-à-dire d'avoir des projets très centrés sur un protocole ou une maison de santé, ou des projets plus au niveau d'un territoire. Voilà, intégrer ces différents niveaux. J'ai réuni vous trouverez les références en fait en allant sur le site du congrès si vous voulez aller plus dans les détails, et je vous remercie de votre attention.